Juste un petit mot avant que la vidéo commence. L'université d'été du Cercle Richelieu aura lieu du 19 au 21 août 2022. Si vous souhaitez vous inscrire et vous joindre à nous, le lien se trouve en haut de la description. Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du Café Richelieu. Je suis accompagné ce soir de mes éternels compères en la qualité de Morker et de Sky. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je le rappelle, vous êtes tous les deux les chefs de cercle du Cercle Richelieu, d'Alsace et de Savoie. Donc aujourd'hui, on se retrouve autour du thème du port d'armes et de la détention d'armes, un sujet sympathique qu'on connaît quelque peu. Donc avant d'introduire plus avant le sujet, je vais vous demander de me définir la détention et le port d'armes. Pour commencer, on va parler de la détention. Et Sky, je vais t'en demander de nous toucher un mot à ce sujet. Alors, comme son nom l'indique, la détention d'armes, c'est le fait de détenir une arme, donc qui, dans sa particularité, selon la catégorie d'armes à laquelle il appartient, doit être déclarée à la préfecture. Particularité également dans la détention d'armes, c'est que ceux qui les possèdent ne doivent pas avoir un casier judiciaire qui comprenne des condamnations comme le meurtre, l'assassinat, les actes de violence, de tort, de barbarie, le viol, concerne le trafic de stupéfiants, ce genre de choses. Très bien. Maintenant, on va voir un petit peu ce que le port d'armes veut dire. Le port d'armes, c'est l'autorisation de porter une arme en dehors de chez soi. Alors, il y a soit en visible, soit en caché. Les deux ont des petites nuances qu'on verra peut-être un peu plus tard. C'est le fait de pouvoir se promener dans la rue avec une arme. Très bien, très bien. Donc sur ces données, sur ces définitions, on va pouvoir attaquer plus avant le sujet. On va parler quand même un petit peu des différentes catégories d'armes qui existent. Alors avant de parler des différentes catégories d'armes légales, est-ce que vous pouvez m'en dire plus de manière générale sur les types d'armes qu'on peut retrouver ? On a deux types d'armes, deux grands types d'armes qui sont les armes blanches, les armes à feu. En dehors de ça, tu peux rajouter les armes contendantes si on parle d'une batte de baseball. Donc ouais, ça reste assez clair et simple. On peut rajouter une quatrième catégorie qui serait les armes de guerre qui tirent des très gros calibres ou qui sont juste des armes explosives. Ça rentre dans le cadre des armes à feu, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ça rentre un peu dans le cadre des armes à feu, mais c'est vrai, alors, explosif en dehors de cela, mis à part. Donc nous allons aborder plus avant les différentes catégories d'armes légales. Il en existe 4 qui sont la catégorie A, B, C et D. Donc ça, c'est selon ce qu'en dit la République française. Et est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors au détail près que sur la catégorie A, il existe les armes de type A1 et A2, mais ça, c'est du détail. Et je pense qu'on va pas parler des armes de catégorie A, quelles qu'elles soient. Je pense qu'elles nous concernent pas personnellement. Ouais, effectivement, donc les catégories A, donc je vais aller préciser un petit peu. La catégorie A, grossièrement, ça va être les armes de guerre. Et sinon, si on reprend en partant de la base, la catégorie D, alors elle est assez large, ça va comprendre beaucoup de choses. Ça va comprendre les armes démilitarisées, les armes de reconstitution, les armes à poudre noire, les armes blanches. Alors je fais une citation non exhaustive. Ce qui va rentrer dans la catégorie C, ça va être essentiellement les carabines, les armes monocoups, les fusils de chasse, etc. Et tout ce qui va être en catégorie B, ça va regrouper essentiellement les armes pour le tir sportif. Donc on va y retrouver les armes de poing, les armes semi-automatiques et tout un tas d'autres armes. Mais ça dresse un petit peu le tableau sur les différents types d'armes légales, enfin sur les catégories d'armes légales qu'on peut retrouver aujourd'hui en France. Alors, je pense qu'il serait intéressant d'aborder un petit peu ce thème sur le plan historique. Est-ce que vous avez des exemples sur le port d'armes historique en France? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a déjà eu un port d'armes? Vous pouvez m'en dire un peu plus? Je dirais que la France de tout temps, en France en tout cas de tout temps, on a toujours porté les armes. La prise de pouvoir des Francs jusqu'au régime de Vichy, pendant près de 1300 ans, les Français ont toujours eu la possibilité d'avoir des armes, de détenir et de porter les armes, même s'il y a eu des restrictions qui ont été appliquées
en fonction des époques. Ne vous inquiétez pas, mon successeur, Don César, a gardé tout mon attirail. Au grenier, dans une petite malle verte, vous trouverez un revolver, un fusil mitrailleur et des munitions. Oui, c'est surprenant. On pourrait croire que ça n'a pas du tout été le cas et que, à l'instar au contraire du peuple américain, on pourrait penser que les Français n'ont jamais eu de port d'armes appliqué. Quand on voit la réaction des Français modernes par rapport aux armes, oui, on peut imaginer qu'en fait, une personne qui ne connaîtrait pas l'histoire dirait que ce peuple n'a jamais porté les armes de son existence. Alors qu'en fait, la France a été forgée précisément par des hommes qui portaient les armes. Mais c'est vrai, notamment c'est vrai que toi de Morker, t'as peut-être plus un regard sur le Moyen-Âge. Je te sais friand du sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que là, j'ai un exemple assez parlant. Quand pendant la guerre de 100 ans, les routiers et les grandes compagnies de brigands sillonnaient la France pour piller des villages et se faire un salaire finalement parce qu'on ne les payait plus. On ne pouvait plus les payer. Il y a des traces écrites de villageois qui sont sortis de chez eux avec leur arbalète et leur ont dit clairement que s'ils rentraient dans le village, ça allait pas très bien se passer pour eux, qu'ils auraient une nouvelle boutonnière. Ça permet aussi aux petites gens de se protéger contre des seigneurs qui auraient de mauvaises intentions, par exemple. Oui, ça peut être un argument historique. Très bien. Et quid de la moralité vis-à-vis du port d'armes notamment et de la détention d'armes? La moralité, en fait, on reste sur le principe de l'autodéfense. C'est-à-dire que cet exemple que donnait Morker sur les grandes compagnies de brigands qui dévastaient les campagnes, nous pouvons en tout cas nous faire une figuration en fait de ces brigands aujourd'hui avec les différentes hordes de barbares, on va dire, de vikings, qui ne dévastent pas forcément nos campagnes, mais plutôt nos centres-villes. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Et on peut se demander, en fait, s'il n'est pas pertinent de rétablir port d'armes aujourd'hui, justement dans le principe moral du droit naturel à défendre sa propre vie, donc sa propre existence et à défendre les gens qui nous sont chers. D'accord, très bien. On peut aussi rajouter, alors, une toute petite aparté pour dire qu'il faudra peut-être pas le mettre dans la vidéo. Je sais pas si ce que je vais dire sera très politiquement correct. Monsieur. Allez, je me lance. Il me semble que quand les Francs prirent le pouvoir, la loi salique ne s'appliquait qu'aux Francs. Et il y avait des lois différentes pour ceux qui n'étaient pas des Francs natifs. Oui, tout à fait. Les peines étaient différentes en fonction de l'origine de la personne, pour un même délit ou un même crime. Il me semble que pour avoir tué quelqu'un, si on n'était pas franc, c'était la peine de mort, et si on était franc, il y avait une amende qui était relativement élevée, mais juste une amende. Des détails comme ça, je crois que pour avoir volé quelque chose, la peine était doublée ou triplée si on n'était pas un franc natif. Un peu plus spécial que ça, et d'ailleurs finalement un peu plus intéressant, en tout cas étudié pour notre période. En fait, c'est qu'on demandait à l'individu qui avait commis un crime, quelle loi vis-tu? La question était simple, en fait. Oui. Tu appartiens à telle communauté, tu as tes lois, et c'était d'ailleurs une certaine forme de magnanimité de la part de nos ancêtres, en tout cas de ceux qui dirigeaient le pays autrefois, que ce soit les Francs ou finalement les diverses dynasties qui se faisaient, et qu'elles ont tenté en tout cas de préserver une certaine culture des peuples qu'elles afféodaient. En fait, les Francs n'ont pas modifié les lois en fait des peuples qu'ils étaient. Ils les ont comprises, ils les ont intégrées, mais ils n'ont pas imposé la leur. En fait, les seigneurs d'autrefois demandaient à ceux qui commettaient un crime quelle loi vis-tu? Et en fonction de la loi sous laquelle tu vivais, et bien en fait, tu étais jugé selon cette loi. Donc, voilà, ça donne plein de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à nos situations modernes. Justement, moi, je voulais rentrer un peu dans le détail parce que c'est pas ça qui est pas politiquement correct. Ça. Mais est-ce que on pourrait pas faire un port d'armes, par exemple, pour les natifs français? C'est tout à fait politiquement correct. Et pas pour les vikings. Arabo-musulman. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Même s'ils ont la nationalité, tu vois. C'est même l'un des points minimum. Alors, je pense que de toute façon, on abordera ça plus en détail sur les points précédents, enfin les points suivants. Mais le fait d'être de nationalité française, d'être de sang français, c'est vraiment le critère minimal pour pouvoir jouir du port d'armes. Ah oui, non, mais je veux juste une petite aparté. Si vous posez la question, chers auditeurs, sur ce qu'est être français, je vous renvoie la vidéo du Café Richelieu que nous avons tournée à ce sujet. Effectivement, elle est non pas exhaustive, mais elle vous donnera peut-être un avant-goût de notre vision de la chose. Mais sinon, on va essayer de revenir un petit peu sur la vision moderne
sur les armes à feu aujourd'hui, hein, qu'en est-il? Déjà, avant de donner notre avis sur le port d'armes, est-ce qu'il serait pertinent, hein, chose que vous devez attendre avec impatience, on va quand même parler un petit peu de la vue, de la vision de la société sur les armes à feu actuelles. Comme je l'ai dit précédemment, en fait, quand on voit, je pense, les Français modernes, en fait, de l'usage des armes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, finalement, que ce soit des armes à feu ou même des armes blanches, on voit la réaction de certains, par exemple, je suis péliste, et quand on voit la réaction de certaines personnes quand vous brandissez une épée, qu'il soit une rapière ou une épée de main, on a toujours à la fois partage entre les gens qui sont admiratifs de ce qu'ils voient et de ce qui se passe, c'est-à-dire les interpelle, ça les reconnecte à une certaine réalité, à un certain passé de leur pays. Et il y a les modernes bien ancrés, hein, les gros progressistes, qui eux, ça les choque, ça les énerve. Ils comprennent pas qu'on puisse encore aujourd'hui en fait avoir une arme si peu guillemets inoffensive qu'elle soit, que ce soit une épée qu'on aiguisée n'est pas vraiment à proprement parler une arme, hein. Ça reste une barre de métal. Donc ce n'est pas quelque chose de dangereux à proprement parler, mais ça a tendance à choquer certaines personnes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'une personne qui ne serait pas habituée à notre pays ou à la moderne qui nous domine pourrait se demander si un jour ce peuple qu'il contemple, en fait, c'est jamais porté les armes de son existence. Ouais, je pense que, en fait, le problème de la vision qu'on peut avoir d'une arme, c'est sa destination. Effectivement, une arme, c'est prévu pour blesser ou pour tuer. À la base, en tout cas. Actuellement, on nous dit oui, mais on fait du tir sportif. Au bout d'un moment, les gars, faut assumer que vous voulez avoir une arme chez vous pour vous défendre. C'est pas un mal. Mais il y a un autre truc aussi. C'est que, bah oui, il faut pas oublier que la destination première d'une arme, c'est de mutiler ou d'incapaciter la personne en face. Mais c'est la volonté, ça, c'est le but de l'arme. C'est pas le but de la personne qui possède l'arme. Et c'est là qu'il faut faire la différence. Un couteau, je peux m'en servir pour tartiner du beurre sur ma tartine. Je peux m'en servir pour découper quelqu'un. Mais c'est pas le couteau qui va choisir si il veut tartiner du beurre ou découper quelqu'un. C'est bien moi qui porte le couteau. Donc finalement, est-ce que en interdisant le port d'armes à tout le monde, c'est pas juste ne faire confiance à absolument personne? Parce que tout le monde prône le vivre ensemble et dit mais l'autre il est pas dangereux et on veut que personne n'ait d'armes. Alors que si on le pensait vraiment, on dirait oui, l'autre, je veux bien vivre avec lui, donc ça me dérange pas, donc on peut porter une arme. Enfin, c'est pas cohérent. C'est vrai. On a peur que les gens portent des armes alors qu'on leur dit non, mais il faut faire confiance à tout le monde. Oui, mais c'est vrai que tu fais bien de mettre en avant cela. L'arme, c'est pas une fin en soi, en fait, c'est juste l'utilisation qu'on en a qui définit la moralité de son utilisation. Enfin, c'est l'utilisation qui est morale ou immorale. Mais c'est vrai que justement, vis-à-vis du contexte actuel en France, ça semble quand même être une bonne chose de pouvoir s'armer, ne serait-ce que dans un sens de défense. En fait, je pense que quel que soit le contexte, c'est pas une mauvaise chose d'en avoir le droit. Après, qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'avoir d'armes chez eux, je le comprends totalement. Moi-même, j'ai pas d'arme à feu chez moi. Enfin, j'en ressens pas le besoin. Alors, j'ai la chance de pas habiter en Seine-Saint-Denis, mais j'ai pas d'arme à feu chez moi. Et j'en ressens pas plus le besoin que ça. Voilà. Mais si mon voisin a envie d'en avoir un, ça me pose pas de problème. Enfin, je vois pas pourquoi moi j'irais lui interdire. Et si un jour j'ai envie d'en avoir une, je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait me l'interdire non plus. Tu as tout à fait raison. Ce que tu as fait, c'est que tu as rappelé un élément essentiel, en fait, c'est que l'arme est avant tout un outil. Et un outil n'est rien de plus en fait qu'un instrument qui est entre les mains d'un être humain. Celui qui en use va être responsable de l'usage de cet outil. Et en fait, l'arme, peu importe ce qu'elle est, en fait, que ce soit une arme à feu ou une arme blanche, ça reste un outil. Un outil qui a une destination précise, hein, effectivement. Par exemple, prenons un couteau. Un couteau fait son pain, un couteau, comme tu l'as dit, pour tartiner quelqu'un. Tu peux l'utiliser pour ça, tu peux l'utiliser pour manger, et tu peux aussi l'utiliser pour poignarder quelqu'un. Donc finalement, la question de la responsabilité, elle se pose au niveau de l'individu et pas au niveau en fait de l'arme en elle-même. L'arme ne représente rien. Ce qui est représentatif, en fait, c'est la façon dont on va s'en servir. Et alors, sur une arme à feu, c'est vrai qu'on peut évoluer dans la réflexion, parce qu'une arme à feu n'a que pour but d'infliger du dommage, en tout cas à un être vivant. C'est là pour ça. Elle peut être un instrument pour chasser aussi et pour se nourrir. Donc un être vivant. Après, ça peut être aussi un instrument de plaisir pour ceux qui sont tireurs sportifs, qui veulent simplement se détendre en usant d'une arme à feu. Mais à l'origine, l'arme à feu, elle n'existe en fait que pour la chasse. Hein, à la base, c'est pour la chasse qu'on a commencé à aller. Alors pour la chasse et la guerre, tout à fait, mais
avec l'idée même en fait de commencer à fabriquer des armes, pour les hommes comme les hommes qui les ont précédés, surtout de les utiliser pour la chasse, donc pour se nourrir. Donc finalement, la question n'est pas de savoir en fait si une arme est bien ou mal, parce que la notion lui est étrangère. La question est de savoir que si l'homme qui possède cette arme est un homme bien ou un homme mauvais. Très bien, mais du coup là, ça va nous relancer un petit peu sur le principe du port d'armes. Moi, ce que je vais vous demander, messieurs, c'est dans quelles conditions il serait possible d'établir un port d'armes, si selon vous ce serait une bonne chose, et du coup dans quel cadre? Parce que tu mettais en avant, Sky, le fait que c'est pas l'arme en elle-même le problème, c'est la personne qui va en faire usage. Est-ce que par conséquence, il faut déterminer les personnes qui peuvent en faire usage, et si oui, quel est le cadre et quels sont les critères? Bien. Ce qui concerne les critères du port d'armes, alors il y a plusieurs écoles auxquelles je peux ranger, même si je préfère certaines à d'autres. Il y a tout d'abord le principe de l'ARPAC. Enfin, l'ARPAC est une association qui milite pour le rétablissement du port d'armes en France et qui a établi des critères qui sont assez restrictifs, en fait, assez intéressants, même si je ne les partage pas tous, je développerai peut-être plus tard. Et ensuite, il y a un point de vue que j'ai développé personnellement sur, à mon sens, la meilleure façon, en fait, à la fois d'établir les critères de l'ARPAC, mais également de permettre un rétablissement du port d'armes sur la masse de population, à toute la population, parce qu'en fait, il faut toujours, à mon sens, que ce soit volontaire. C'est le rétablissement d'un service militaire qui ne soit pas obligatoire, du coup, mais qui soit volontaire. Un service militaire qui s'étalerait sur 2 mois et qui serait important, je pense, en fait, pour permettre aux gens déjà en fait apprendre à manipuler les armes, mais au-delà en fait, il y a avoir tout un tas de connaissances sur la survie, sur l'action même de faire camp. Par exemple, j'aborde vite fait le sujet du feu de camp, mais on voit qu'on nous interdit de plus en plus le port d'armes de manière générale en France, le poteau sur nous. On nous interdit parallèlement aussi le fait de faire des feux, précisément parce que l'État a peur en fait, que les gens soient incompétents à pouvoir gérer ce genre de situation. On blâme les incendies de forêt de la même manière qu'on blâme les déséquilibrés mentaux Rioudin le Grand et qui vont poignarder des gens, alors que factuellement il y a un immense fossé l'un et l'autre. Et si l'État a peur d'un problème de formation en fait, de la population, ou de capacité à assumer ses responsabilités, il faut déjà qu'ils se remettent en question sur le fait d'avoir eux-mêmes supprimé tout ce qui permettait à un homme de pouvoir maîtriser ce genre d'instrument, que ce soit le couteau, l'arme à feu ou le feu de camp. Donc le service militaire. Je me permets de t'interrompre, Sky. Si l'État avait peur que les gens qui portent des armes soient mal formés, il retirerait les armes aux forces de l'ordre. C'est très pertinent également. C'est vrai. Juste, est-ce que tu peux nous donner un petit peu rapidement les critères de l'ARPAC dont tu parlais, parce que il me semble qu'ils sont relativement pertinents et ça pourra nous servir de base de discussion. Avec plaisir. Donc l'ARPAC propose être volontaire, être de nationalité française, être majeur et responsable, ne pas avoir d'antécédents judiciaires, ne pas avoir d'antécédents psychiatriques, satisfaire à une enquête de moralité par la police, s'entraîner régulièrement dans un stand de tir, connaître les 4 règles de sécurité, obtenir un certificat médical d'aptitude et une autorisation de détention d'armes de catégorie B selon les conditions déjà prévues par la loi en vigueur, passer un permis de port d'armes théorique et pratique concernant le maniement. La législation et l'usage d'une arme de catégorie B, une formation égale à celle des forces de l'ordre, et porter son arme de façon discrète et non visible. Donc, après avoir énuméré tout ça, je vais vous donner les 2 points sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord en fait, avec ces critères de l'ARPAC. Le premier, c'est satisfaire une enquête de moralité par la police. Je considère que c'est continuer à conditionner en fait, la détention d'armes entre les mains d'un pouvoir qui, s'il est tyrannique et autoritaire, finalement, en fait, n'attribuera absolument, choisira quelle partie de la population possède des armes et qui n'a pas le droit. Ça peut éventuellement s'entendre dans un régime sain, mais dans un régime malsain, c'est particulièrement pas se tirer une balle dans le pied, mauvais jeu de mots. Et le fait de porter son arme de façon discrète ou non visible, je pense que dans un état serein où les gens en fait ont la possibilité de posséder une arme et de la porter, je pense qu'il est une bonne chose en fait qu'elle ne soit pas forcément dissimulée, que ce soit laissé au libre choix en fait de chacun, et qu'une personne en fait qui soit armée puisse être visible aussi pour informer les gens aux alentours que quelqu'un est armé, soit en bien ou en mal. Ça permet en fait de distinguer au sein d'une population qui porte une arme et qui ne porte pas cette arme, et qui, on se mettant dans une situation en fait d'agression en pleine rue. Une personne venant agresser une autre, il constate que tout un tas de types autour de lui sont armés.
personne va y réfléchir à 2 fois avant de commencer à agresser quelqu'un. Et de la même manière, quelqu'un qui a du mal avec des gens qui portent des armes, parce que je me mets aussi à la place du gauchiste de base, ça peut pas forcément lui plaire, plaire à tout le monde, en tout cas que les gens soient armés autour de lui. Même si on parlait de gauchiste, ce genre de choses, on veut dire, transhumanistes, en fait, sont contre ce genre de choses, moi j'ai un oncle qui est dans ce cas-là. Au moins, il aura la possibilité de voir autour de lui qui est une potentielle menace, il n'est pas. Ok, on entend bien ce que tu dis. Morcar, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense ce qui a été assez exhaustif pour le coup. Bien, est-ce que toi, tu vois rien d'autre à redire vis-à-vis de ces critères-là, Sky? Non, le tout me semble assez légitime, en fait, en dehors de ces 2 que je viens d'aborder. Non, ça me semble être une bonne chose. Et je sais que pour ma part, je suis plutôt en accord avec une vision comme ça du port d'armes. Effectivement, donner accès à tout le monde, ça serait totalement déraisonnable. Si le tout venant pouvait manier une arme à sa guise, je sais pas où on serait. D'autant plus qu'en France, les gens n'ont pas naturellement, comme dans d'autres pays ou dans d'autres États, par exemple américains, je pense alors au Texas, mais il y en a d'autres. Les gens en fait reçoivent une éducation dès leur plus jeune âge au maniement des armes, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc c'est le minimum des choses et d'avoir des gens qui respectent certains critères pour porter une arme. Je pense que le critère principal, en fait, c'est surtout l'aspect volontaire. C'est pour ça que j'ai parlé d'un rétablissement du service militaire. Et en fait, ce qui pourrait... alors après, je vais aussi développer un autre modèle, c'est le service... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Le service civique, en fait, est une chose qui est très intéressante pour l'engagement politique des jeunes gens, en fait. Je peux comprendre qu'un gauchiste, en fait, par exemple, n'ait aucune envie, en fait, de porter une arme et que, de facto, il n'ait pas envie de faire un service militaire. Il a tout à fait le droit. Il pourrait choisir de s'investir pour la communauté d'une autre manière à travers un service. Ça, j'en avais déjà parlé à un autre moment. Je l'aborde ici parce que, en fait, il fait un lien direct avec ce souci de rétablissement d'un service. Former les gens, en fait, à des mises en situation, à être alerte, à être capable de se dominer soi-même, également de se diriger, de être capable de faire des feux, par exemple, ou de maîtriser un feu. Ça peut être sans entrer dans le maniement des armes en elle-même. Celui qui va rejoindre le service civique pourra avoir une formation, certes pas complète. Après, si jamais plus tard dans sa vie, il choisit de prendre possession d'armes, il devra suivre des formations complémentaires. Mais en fait, il pourrait bénéficier de la même base, si on veut, morale et civique à travers un service. Alors, déjà, je rappelle aux Punkation que s'ils veulent contribuer à la société, boire des 8-6 devant les gares, ça ne marche pas en fait, c'est pas valide. Mais plus sérieusement, effectivement, on a un pays comme la Suisse où tout le monde est armé, formé, a fait son service militaire, où ils sont, personnellement, si j'avais un pays attaqué, je prendrais pas la Suisse, et ils ont une véritable formation, je pense un bon exemple de pays qui possède et est formé à utiliser des armes. Oui, la Suisse a une très faible possibilité de projection, une très mauvaise armée pour ça, mais alors pour la défense, waouh. En parlant de la Suisse, justement, Machiavel en parle dans Le Prince, chapitre 12 à 14. Je vais vous donner une petite citation. Pendant une longue suite de siècles, Rome et Sparte vécurent libres et armés. La Suisse, dont tous les habitants sont soldats, vit parfaitement libre. L'une des fâcheuses conséquences pour un prince est la négligence des armes, et qu'on en vient à les mépriser. Abjection de laquelle il doit sur toute chose se préserver. Je le dirai ci-après. En effet, entre un homme armé et un homme désarmé, la disproportion est immense. Il n'est pas naturel non plus que le dernier obéisse volontairement à l'autre. Pertinent, peut-être. En fait, ce que je retire de ce genre de raisonnement, de la part de Machiavel, c'est que tout homme qui cherche à dominer un peuple fera toujours en sorte de lui, d'ailleurs il le dit aussi dans Le Prince, fera en sorte de désarmer un peuple en fait qu'il a trouvé armé ou d'armer une population qu'il a trouvé désarmée. Et le principe de la domination veut que ce que fait par exemple la République, en fait, pendant la Révolution, le peuple était déjà armé. La République, d'une certaine manière, après avoir armé en fait, participé à l'armement en fait de la population, dès l'instant où elle a pris le pouvoir, en fait, elle s'est servi de ce peuple armé pour prendre le pouvoir, mais dès qu'elle a pris le pouvoir, elle a immédiatement commencé à désarmer le peuple, progressivement, dans le temps, parce que le peuple ne l'aurait jamais accepté du jour au lendemain. Mais sur l'échelle de près de 230 ans de régime pseudo-républicain, parce que c'est 9 régimes politiques qui sont succédés, le peuple a été progressivement désarmé jusqu'à en arriver au régime de Vichy,
où là, il a fallu, entre guillemets, le courage d'un envahisseur étranger pour enfin faire en sorte que le peuple français ne possède plus d'armes. J'entends. À ceci près que j'aurais tendance à plutôt fuir Machiavel. Il me semble même qu'il a été mis à l'index, mais bon, ou qu'il lui était quelque temps, mais bon, peu importe. Morker, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à cet ensemble? On va commencer à se diriger vers une conclusion. Donc, si tu nous fais part de ta vision du port d'armes, c'est le moment. J'aimerais bien parler de la considération éthique ou morale. C'est-à-dire que on parle du fait qu'il y a toujours eu un port d'armes et que c'est seulement depuis Pétain qu'il a été aboli. On a un petit problème. On a beau être pour le port d'armes, ça fait maintenant 4 générations qu'il a été aboli. Et nos générations actuelles n'ont pas été baignées, comme Sky le disait, ou comme toi, dans certains États américains, où dès le plus jeune âge, on est formé à ça, ou en tout cas, c'est culturel. Et nous, ça a beau être culturel, on nous a, spoilé de cette part de notre culture. On nous a lié les mains, on nous a emprisonnés sur notre propre territoire. Il y a un truc qu'il faut bien se rappeler, c'est que si on a des armes, ou si on aurait normalement, théoriquement et naturellement le droit d'en posséder, c'est pas pour aller trucider son voisin allègrement, parce qu'il nous a, je sais pas moi, pas laissé passer au passage piéton, parce qu'il s'est garé à notre place de parking. Ils m'ont battu 6 fois, mais toujours avec du bois tendre et avec beaucoup d'affection. Ils m'ont même tiré dessus, mais avec du numéro 7, du tout petit plomb, pour la bécassine. Si vous savez les prendre, mon fils, tout ce qui peut vous arriver, c'est peut-être du plomb à lièvre. Jamais la chevrotine. Jamais. Ah, les braves gens. Pour ça, on est des adultes civilisés, on peut aller discuter, ou vous laisser faire, parce que ça va aller, on n'a pas de couilles, mais ça c'est au choix. Mais si on a des armes, c'est pour se prémunir contre des dictatures, contre des envahisseurs, contre beaucoup de choses, pour aller chasser, pour se nourrir. C'est un outil avant d'être quelque chose de dangereux ou de méchant. Une arme n'est pas méchante en soi. Ce qu'il y a, c'est que cette mentalité, on ne l'a plus. En tout cas pour la grande majorité de nos contemporains. Est-ce qu'il ne faudrait pas, une question que je pose là comme ça, rééduquer la société de manière à pouvoir de nouveau lui confier des armes? Alors, le truc de l'ARPAC est un début, et j'y suis relativement favorable. Mais est-ce que dans un futur plus ou moins proche, avec une éducation appropriée, on ne pourrait pas dire, bah voilà, les armes sont en vente libre, point. Ou alors il y a 2 catégories d'armes, une qui est en vente libre jusqu'à la catégorie B, éventuellement, et une qui serait soumise à détention, ou après j'imagine qu'il peut y avoir des armes qui sont réservées à l'armée, parce que c'est sûr qu'avoir un canon de 40 mm dans son jardin, c'est pas forcément utile, même si ça peut être très marrant à mon avis. Mais voilà, je pense qu'il y a un problème moral et d'éducation que les gens il y a 500, 600 ou 1000 ans n'avaient pas. Parce que c'était naturel, parce qu'ils avaient toujours connu que ça, et parce que les armes n'avaient pas aussi de disproportion. Entre quelqu'un qui a une épée et quelqu'un qui a une épée, bah, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est au niveau de l'épée, hein, j'entends, c'est la manière dont elle a été fabriquée et la qualité de l'acier. Après, il va y avoir des différences. Pardon ? Et la qualité de celui qui s'en sert. Oui, c'est ça. Après, il va y avoir la qualité et l'éducation martiale de celui qui s'en sert. Mais en soi, il n'y a pas de différence entre les armes. Alors, une épée, ça coûte cher, je suis d'accord, mais entre une hache et une hache, ou un fauchon et une hache, ou ce que vous voulez comme armes médiévales qui sont des armes de corps à corps, en fait, à part l'arc et l'arbalète et quelques autres exceptions. Mais le paysan du coin avait son arbalète, parce que c'est une arme qui est relativement facile d'utilisation et assez instinctive. Et assez puissante aussi, et très dissuasive. Et finalement, l'arbalète du paysan du XIVe siècle qu'il a dans sa salle à manger, c'est un peu le 12 de maintenant. D'une certaine manière, oui. C'est le côté dissuasif du machin qui peut servir à chasser, et puis si tu te prends du gros sel dans les fesses, tu le sens passer. Voilà. Je suis assez d'accord avec ton constat, parce que tu as tout à fait raison, le peuple d'aujourd'hui n'est plus du tout apte à pouvoir... ça a été dépossédé de sa culture, en fait, du maniement d'armes. Et aujourd'hui, s'y remettre du jour au lendemain, c'est impossible. Le problème, c'est qu'en fait, pour mettre en place cette formation, il faut avoir les manettes du pouvoir.
et il faut avoir la volonté également de le faire. Le pouvoir en place aujourd'hui n'a aucune volonté de le faire parce que l'État actuel n'a aucun intérêt à faire ça. Il agit contre son propre peuple, donc il ne va pas l'armer et il ne l'armera jamais. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que nous pouvons contraindre cet État à établir malgré lui en fait une législation qui assouplirait en fait le port à la détention d'armes, permettre aux gens de pouvoir se défendre ou pas. La question du port et de détention d'armes dans une royauté restaurée, je pense, est un peu plus complexe et effectivement devrait s'étaler sur un temps long. Mais la question en fait d'une survie immédiate du français, elle ne peut pas se différer. En fait. Donc il faut se poser la question, doit-on militer aujourd'hui et maintenant pour le rétablissement d'un port d'armes citoyen? Alors, personnellement, je pense pas que ce soit la priorité, d'autant plus que si vous êtes soucieux d'avoir une arme chez vous, alors attention faut bien faire attention à mes propos, mais si vous voulez récupérer une arme légalement, j'entends bien, ça reste assez accessible. Hein. Il suffit soit de passer une licence de Baltrap, soit d'aller en centre de tir, soit de passer un permis de chasse. L'accès aux armes est relativement aisé aujourd'hui. Sans compter les armes de catégorie D qui sont achetables en ligne sur Internet. Plus pour très longtemps. Plus pour très longtemps peut-être, mais une arme à poudre noire, alors oui, c'est chiant à recharger, à entretenir, mais un calibre 50 à poudre noire, j'aimerais pas me le prendre. Hein. Je pense que vous vous basez sur l'actualité au sens que pour l'instant l'État n'a pas encore complètement désarmé sa population. Comme on l'a dit plus tôt, l'État, depuis la mise en place de la République, désarme progressivement sa population. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit légalement de vous balader avec un couteau pour vous. Peu importe le nombre de centimètres qu'il fait, légalement, vous n'avez pas le droit d'avoir un épinel sur vous. Oui, non, mais il y a une différence. Oui, ça, il y a une tolérance. Il y a une tolérance, c'est sûr. Mais plus la situation va se dégrader dans notre pays, moins cette tolérance, en fait, sera tolérable ou tolérée. Et plus nous allons avoir affaire à un État sur les dents qui refusera catégoriquement que son peuple puisse se défendre. Très bien. Alors je pense qu'on va pas élonger d'autant plus cette petite émission qui n'est plus petite pour le coup puisqu'on m'annonce dans l'oreillette qu'on a dépassé les 35 minutes. Alors j'espère qu'au montage on perdra un petit peu de cette longueur. Je vais vous laisser un mot bref de conclusion. Je t'en prie, Sky, commence. Eh bien, vu que tu semblais avoir, mon cher ami Bledla, un petit problème avec Nicolas Machiavel, je vais donc conclure avec Aristote. En citant, là, on va pouvoir s'entendre. En citant sa politique, chapitre 2, on voit sans la moindre peine et avec pleine évidence tout ce que l'insulte et l'intérêt peuvent avoir d'importance en politique, et comment ces deux causes amènent à des révolutions. Quand les hommes qui gouvernent sont insolents et avides, on se soulève contre eux et contre la Constitution qui leur donne de si injustes privilèges. Ils fassent d'ailleurs fortune aux dépenses des particuliers ou aux dépenses du public. Je répondrai, pour vivre libre, vivez armé. Excellente conclusion. Mork here. Pardon, êtes-vous là, Mork here? Toutes mes excuses, Thrasher, j'avais coupé mon micro. Oh, j'entends bien, je vous en prie. J'entends deux putains d'hérétiques au micro, là, il va falloir faire quelque chose. Ouais, c'est compliqué. Mais il va falloir couper ça au montage. Couper ça, ouais. En fait, je suis sûr Abba va le laisser pour se foutre de nous. Non, pitié, fais pas ça. J'espère pas. Du coup, je t'en prie, un mot de conclusion. Oui, alors j'ai une citation, mais impossible de retrouver de qui elle est. Même Internet n'est pas d'accord. Alors, un élève dit un jour à son maître « Vous m'enseignez à me battre, mais vous me parlez de paix. Comment conciliez-vous les deux ?» Et le maître a répondu « Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'être un jardinier dans une guerre. » Parfaitement résumé. Fort bien. Eh bien, sur ces belles citations, je vous souhaite une excellente fin de journée en soirée ou soirée en fonction de l'heure de l'écoute. Juste petit rappel avant de lâcher totalement le micro. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, vous pouvez nous rejoindre dans le réel via les cercles de gentilshommes, vous aurez les infos dessus. Et vous avez tous nos réseaux sociaux qui sont en lien, donc n'hésitez pas à aller nous suivre, vous aurez des nouvelles récentes. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée.
Bonne soirée, vive le roi. Oui, bah en fait, je te laisserai couper en fonction du coup de ce qui te semble le plus juste. Ouais, parce du que coup, je si me suis t'attends répété. pour couper qu'il ait fait bah, du coup c'est pas terrible. Ouais, c'est un peu bof.